J'étais en fait employé par la famille Inagawa Kai, l'une des plus influentes organisations de la Yakuza. Je m'appelle Antoine. Je suis né et j'ai grandi en France, dans une famille aisée, entouré de tout ce que l'on peut souhaiter, des parents aimants, des amis fidèles, une petite amie que j'aimais plus que tout. Ma vie à Paris était simple, bien rangée, comme une partition de musique où chaque note était à sa place. Camille, ma copine depuis 4 ans, était celle avec qui je voulais passer le reste de ma vie. J'avais même acheté une bague, attendant le moment parfait pour la demander en mariage. Un jour, alors que j'étais avec mes amis, l'idée est venue de faire un voyage en Colombie. C'était une décision spontanée, presque une folie. On voulait tous s'évader, découvrir de nouveaux horizons avant de nous enchaîner à nos vies d'adultes. Ce voyage, c'était juste entre mecs, 3 semaines pour se retrouver et profiter de la vie. Camille n'était pas ravie, mais elle a compris. En Colombie, tout a changé. Lors d'une fête de village, dans une petite bourgade perdue dans les montagnes, je l'ai vue. Elle s'appelait Sofia. Dès que nos regards se sont croisés, j'ai su que quelque chose d'inexplicable venait de se passer. C'était comme si le monde autour de nous s'était arrêté, ne laissant que nous deux, entourés de musique et de lumière tamisée. On a passé la semaine ensemble, dans une bulle hors du temps. Mais chaque instant avec elle était aussi teinté de culpabilité. Camille me revenait sans cesse à l'esprit, me rappelant que ce que je vivais ici n'était qu'une illusion, une parenthèse interdite. Malgré tout, je ne voulais plus partir. Je voulais rester avec Sofia, abandonner ma vie en France, mais je savais que ce n'était pas possible. Alors, quand les 3 semaines se sont écoulées, je suis retourné à Paris, le cœur en lambeaux, laissant derrière moi une partie de mon âme. Avant de partir, j'avais donné mon numéro à Sofia, mais je lui avais dit de n'appeler que lorsque je la contacterais en premier, pour éviter que Camille ne découvre quoi que ce soit. Quelques semaines après mon retour, un message de Sofia est arrivé. Elle était enceinte. Mon monde s'est écroulé en quelques secondes. J'étais pris de panique, ne sachant plus quoi faire. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais planifié pour mon avenir, s'effondrait. J'étais terrifié, perdu entre 2 mondes, incapable de choisir. Mais je savais que je ne pouvais pas fuir mes responsabilités. J'ai donc pris l'avion pour la Colombie, trouvant une excuse bidon pour Camille. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai expliqué la situation à Sofia et à sa famille. C'était difficile, mais ils ont fini par accepter, à condition que je leur envoie de l'argent chaque mois. Depuis, ma vie est devenue un mensonge perpétuel. Pendant 1 an, j'ai jonglé entre 2 vies, 2 amours, 2 réalités. Chaque jour, je me levais en me demandant combien de temps encore je pourrais maintenir cette illusion. La semaine dernière, Camille m'a annoncé qu'elle était enceinte, elle aussi. Je n'avais jamais imaginé que ma vie prendrait ce tournant. Jamais je n'aurais cru devoir porter un fardeau aussi lourd. Je suis déchiré entre 2 vies, entre 2 familles, et je n'ai aucune idée de comment tout cela va se terminer. Tout ce que je sais, c'est que je suis pris au piège d'un destin que je n'avais jamais souhaité. Si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire et a des conseils à me donner, s'il vous plaît, dites-le moi. Je ne sais pas quoi faire. Je suis une mère de famille mariée, avec 2 enfants. Aux yeux de tous, je suis l'exemple parfait de la femme respectable. Je suis une membre active de ma communauté, je fais du bénévolat à l'école, je suis une bonne voisine, toujours prête à aider. Ma vie semble être celle d'une femme accomplie et sans histoire. Mais il y a 2 ans, tout a changé. Un jour, j'ai ressenti un besoin que je ne pouvais plus ignorer, un désir de sortir de cette routine si bien rangée. J'ai posté une annonce sur un site, cherchant quelqu'un pour une relation sans attache, juste pour le plaisir. Je n'avais aucune idée de ce que cela allait déclencher. Peu de temps après, j'ai rencontré un homme incroyable, séduisant et charismatique, qui avait une particularité, il était bisexuel. Ce détail, loin de me repousser, a ouvert la porte à une nouvelle dimension de ma sexualité, une que je n'avais jamais explorée auparavant. Nous avons commencé à vivre des expériences qui allaient bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Nous avons participé à des trios, exploré les soirées libertines, et avons rencontré des partenaires sur des sites internet d'échangisme. Ensemble,
nous avons plongé dans un monde de plaisir débridé, loin des regards et des jugements. Nous avons même fait des enregistrements en direct sur certains sites, sans jamais montrer nos visages, juste pour le frisson de l'exhibition. Personne dans mon entourage ne se douterait un instant que je pourrais être ce genre de personne. Aux yeux de tous, je suis la femme parfaite, la mère dévouée, l'épouse modèle. Mais derrière cette façade de respectabilité, je mène une double vie où je m'autorise à être quelqu'un de totalement différent, quelqu'un qui explore ses désirs sans honte ni retenue. Cette vie secrète est devenue une partie de moi, une partie que je cache soigneusement. Chaque jour, je retourne à ma vie normale, souriante et irréprochable, tout en sachant que, lorsque la nuit tombe, je redeviens cette femme libre de toute contrainte, vivant ses fantasmes les plus fous. C'est un équilibre délicat, mais c'est celui que j'ai choisi. Et pour l'instant, personne ne soupçonne la vérité. Je vis une vie divisée entre ce que je suis vraiment et ce que le monde voit de moi. Aux yeux de tous, je suis un jeune homme hétérosexuel, un gars ordinaire avec une petite amie que j'emmène au dîner de famille et que je présente à mes amis. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette petite amie est en réalité une amie très proche, et tout comme moi, elle cache un secret profond, elle est lesbienne. Depuis que je suis adolescent, j'ai toujours su que j'étais gay. Mais j'ai aussi compris très tôt que le monde autour de moi ne serait pas prêt à accepter cette réalité. J'ai grandi dans une famille traditionnelle, où l'idée d'être différent, que ce soit en orientation sexuelle ou en expression de genre, n'était même pas envisagée. Alors, j'ai appris à jouer un rôle. À l'extérieur, je suis un homme normal, parfois même un peu macho, comme si cela pouvait masquer mes véritables sentiments. Mais à l'intérieur, je suis une personne totalement différente, quelqu'un de beaucoup plus féminin, de plus doux, et surtout, quelqu'un qui rêve d'une vie où je pourrais être moi-même. C'est là qu'entre en scène Léa, ma petite amie. Léa et moi nous sommes rencontrés à l'université, et nous avons tout de suite compris que nous partagions la même lutte. Elle aussi est dans le placard, elle aussi vit sous le masque d'une hétérosexualité de façade. Nous avons rapidement développé une amitié profonde, basée sur la compréhension mutuelle de nos situations. Et c'est ainsi que nous avons décidé de nous fréquenter officiellement. Aux yeux de nos familles et de nos amis, nous sommes le couple parfait. Mais en réalité, nous ne faisons que nous protéger l'un l'autre. Lors des dîners de famille, Léa joue son rôle à la perfection. Elle est aimée de mes parents, et je suis tout aussi apprécié par les siens. Nous échangeons des sourires complices, sachant que chaque geste, chaque parole, est soigneusement calculé pour maintenir l'illusion. Mais une fois seuls, nous pouvons enfin baisser notre garde. Nous parlons de nos véritables vies, de nos désirs cachés, de nos peurs. Nous rions parfois de l'absurdité de notre situation, mais nous savons tous les deux que c'est aussi tragique que comique. Vivre ainsi n'est pas facile. Chaque jour est une nouvelle performance, un nouveau mensonge à raconter. Je rêve d'une vie où je pourrais tenir la main de celui que j'aime vraiment, sans crainte, sans honte. Mais pour l'instant, je continue à jouer ce rôle, parce que l'alternative me semble encore plus effrayante. Aux yeux de toutes mes amies, je suis l'incarnation même du féminisme moderne. Je suis présente à chaque manifestation, à chaque convention, levant haut la bannière de l'égalité et des droits des femmes. Mon engagement est visible, palpable, et pour beaucoup, je suis une figure de proue dans notre cercle d'activistes. Mes amis me respectent pour ma détermination, pour ma voix forte et sans compromis. Ensemble, nous luttons pour un monde où les femmes ne sont plus opprimées, où elles peuvent choisir leur propre chemin sans être jugées ou contraintes. Mais ce que personne ne sait, ce que je n'ose avouer à personne, c'est qu'au fond de moi, je cache un désir qui va à l'encontre de tout ce que je défends publiquement. La vérité, c'est que je rêve d'une vie complètement différente. Une vie où je serai femme au foyer, où je m'occuperai de la maison et des enfants pendant que mon mari, un homme fort et protecteur, prendrait les décisions et subviendrait à nos besoins. Lors de nos réunions féministes, je rencontre beaucoup d'hommes qui se disent alliés de notre cause. Ils sont souvent présents, participant activement aux discussions, soutenant nos revendications, et prônant l'égalité des sexes avec une ferveur qui, en surface, semble admirable. Mais au fond, ces hommes ne correspondent pas du tout à ce que j'attends ou désire réellement. Ils se montrent souvent d'une sensibilité exacerbée, presque efféminée,
en insistant sur leur propre fragilité pour montrer qu'ils sont différents des autres hommes, ceux que nous critiquons régulièrement. Ils s'efforcent de prouver qu'ils ne sont pas toxiques, qu'ils sont à l'écoute, empathiques, prêts à remettre en question leur propre masculinité pour s'adapter à nos idéaux. Pourtant, au lieu de susciter de l'admiration ou de l'intérêt chez moi, leur comportement me laisse souvent froide, voire légèrement dégoûtée. Je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine répulsion face à cette féminité excessive qu'ils affichent. C'est comme s'ils avaient perdu ce qui, pour moi, définit la masculinité, la force, la protection, cette capacité à prendre des décisions sans hésitation. Ils semblent presque trop effacés, trop désireux de plaire, de se conformer à une image qui, bien que valorisée dans notre groupe, ne résonne pas du tout avec mes désirs intérieurs. Je sais que ces pensées sont en contradiction totale avec l'image que je projette. Dans notre groupe, une telle confession serait considérée comme une trahison. Comment pourrais-je admettre que je veux une vie traditionnelle, celle que nous critiquons si souvent? Que je veux être une mère au foyer, élever plusieurs enfants, et que l'idée de dépendre de mon mari ne me terrifie pas, mais au contraire, me rassure. Chaque jour, je porte un masque. Je parle fort lors des réunions, je défends nos idées avec passion, et pourtant, chaque mot que je prononce est teinté de culpabilité. Quand je suis seul, je m'imagine dans cette vie que je désire secrètement. Je m'imagine dans une maison chaleureuse, entourée de mes enfants, préparant le dîner pour mon mari qui rentre du travail. Je m'imagine dans un rôle que j'ai été conditionné à rejeter, mais qui m'attire irrésistiblement. Ces moments me rappellent que, malgré tout ce que je prêche, une partie de moi aspire à autre chose. Une partie de moi rêve de cet homme fort qui n'a pas besoin de prouver qu'il est féministe, mais qui m'accepterait dans mon désir de me consacrer à une vie de famille traditionnelle. C'est un désir que je ne peux exprimer, car il va à l'encontre de tout ce que je défends publiquement. Alors, je garde ce secret pour moi, tout en continuant à chercher un équilibre entre mes convictions et mes désirs profonds. J'ai quand même l'impression que certaines de mes amies partagent ces sentiments, et qu'on n'ose juste pas les verbaliser. Dans ma communauté, je suis respecté, admiré même. Chaque dimanche, je suis là, à l'église, en première ligne, le sourire aux lèvres, ma Bible en main. Je suis celui à qui on se confie, celui qui organise les événements, qui soutient les œuvres de charité, qui donne sans compter pour aider les autres. Ma famille est toujours à mes côtés, et ensemble, nous formons l'image idéale de la famille chrétienne. Pour beaucoup, je suis un modèle, l'incarnation de la foi et de la droiture. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il y a une part de moi, une part sombre, que je garde soigneusement cachée. Lorsque la nuit tombe et que tout le monde dort, je deviens quelqu'un d'autre. Derrière la porte fermée de mon bureau, je plonge dans une addiction que je n'arrive pas à contrôler. Mon cœur se sert rien qu'à l'écrire, mais la vérité est là, je suis accro à la pornographie, et pas n'importe laquelle. Ce qui m'attire, ce sont les vidéos où des gens se font torturer. Je sais à quel point c'est déviant, à quel point cela va à l'encontre de tout ce que je prêche, de tout ce que je suis censé représenter. Chaque clic est une trahison de mes valeurs, de ma foi, de ma famille. Mais l'attrait est irrésistible. C'est comme un piège dans lequel je suis tombé, un piège dont je ne peux plus me libérer. L'excitation malsaine que je ressens en regardant ces vidéos me dégoûte autant qu'elle me captive. Je me déteste pour cela. Après chaque session, je me sens sale, honteux, pris au piège de mes propres contradictions. Je prie, je supplie pour trouver la force de m'arrêter, pour rompre avec cette addiction qui ronge mon âme. Mais chaque fois que je pense avoir trouvé la force de résister, l'envie revient, plus forte, plus insidieuse. Personne ne soupçonne la lutte intérieure que je mène chaque jour. Aux yeux de ma femme, de mes enfants, de mes amis à l'église, je suis cet homme intègre, au-dessus de tout reproche. Mais ils ne voient pas les nuits blanches, les moments où je lutte contre moi-même, où je m'enfonce un peu plus dans l'obscurité que je tente désespérément de cacher. Je vis dans la peur constante que quelqu'un découvre mon secret, que ce masque parfait que j'ai construit tombe en morceaux. Que dirait-il s'il savait? Que penserait-il de moi, de cet homme qu'il respecte, s'il découvrait ce que je suis vraiment? Je ne sais pas combien de temps encore je pourrais maintenir cette façade, combien de temps je pourrais jongler entre ces deux vies sans que tout s'effondre. Chaque jour est une bataille, une lutte pour garder ce masque en place, pour prétendre être cet homme parfait que tout le monde croit connaître. Mais à l'intérieur,
je suis dévoré par cette addiction, cette honte, ce secret qui me consume lentement, un jour après l'autre. Depuis mon enfance, ma famille a toujours été profondément religieuse. Chaque jour, les prières, les enseignements du Coran et les valeurs de l'islam structuraient notre vie. Mon père, en particulier, est un homme de foi inébranlable, respecté dans notre communauté pour son engagement religieux. Ma mère, douce et pieuse, a toujours veillé à ce que nous respections les traditions et les coutumes. Mes frères et sœurs, eux aussi, ont embrassé cette foi avec dévotion. Et moi, je les ai suivis, ou du moins c'est ce qu'ils croient. Mais la réalité est tout autre. Ce que je suis vraiment, et ce que ma famille accepte, ce sont deux choses totalement différentes. En secret, je suis athée. Depuis quelques années, la foi qui était censée être le pilier de ma vie n'a plus de sens pour moi. J'ai commencé à me poser des questions que je n'osais partager avec personne. Les enseignements religieux qui me semblaient autrefois inébranlables sont devenus pour moi des récits dénués de toute signification spirituelle. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ce fut un processus long et douloureux. Tout a commencé lorsque j'ai découvert la philosophie et la science. J'ai lu des livres qui remettaient en question tout ce que l'on m'avait appris, et petit à petit, mes croyances ont commencé à s'effriter. J'ai pris conscience que je ne pouvais plus croire en quelque chose simplement parce qu'on m'avait dit de le faire. Ma raison a pris le dessus sur la foi. Cependant, vivre cette vérité est un fardeau que je ne peux partager avec personne, surtout pas avec ma famille. Ils sont tellement ancrés dans leur foi, tellement convaincus que l'islam est la seule voie vers la vérité, que leur révéler mon athéisme serait les briser. Mon père parlerait de honte, ma mère pleurerait et prierait pour mon âme, et je deviendrais un étranger dans ma propre maison. Alors, je joue le rôle qu'on attend de moi. Chaque jour, je me lève pour prier avec eux, je jeûne pendant le ramadan, je participe aux discussions religieuses comme si j'étais encore celui qu'ils croient connaître. Mais à l'intérieur, je suis un désert spirituel. Chaque prière est un mensonge, chaque parole pieuse une trahison de ce que je ressens réellement. Je travaille pour un journal chinois ennuyeux, respecté et contrôlé par l'État. Ce journal incarne tout ce que le gouvernement souhaite promouvoir, l'ordre, la stabilité et le respect inconditionnel des autorités. Chaque article que je rédige au cours de ma journée de travail est soigneusement calibré pour ne jamais remettre en question le statu quo, pour ne jamais contrarier les puissants qui dirigent le pays. C'est un travail sûr, stable et totalement dépourvu de toute créativité ou passion. Mais il y a une autre facette de ma vie que personne, pas même mes collègues les plus proches, ne connaît. Lorsque la journée de travail se termine et que je rentre chez moi, je me transforme en quelqu'un de très différent. Dans le secret de la nuit, je m'assois à mon bureau, face à mon ordinateur, et je commence à écrire des articles d'une toute autre nature. Ces textes sont remplis de critiques, d'interrogations et de réflexions sur la société dans laquelle je vis, des pensées que je n'oserais jamais exprimer ouvertement au travail. Ces articles parlent de liberté d'expression, de la censure omniprésente, des injustices sociales et des vérités que les médias d'État ne veulent pas que l'on sache. Ils expriment les frustrations d'une population qui, bien que souvent silencieuse, n'est pas dupe des manœuvres du pouvoir en place. Chaque mot que j'écris est une petite rébellion contre le système, une manière de défier les règles strictes imposées par le gouvernement. Je sais que ce que je fais est dangereux. Si mes supérieurs au journal découvraient mes écrits, je serais immédiatement licencié, et probablement bien plus que cela. En Chine, les conséquences pour ceux qui osent défier les autorités peuvent être graves, arrestation, emprisonnement, voire pire. Mais malgré le risque, je ne peux pas m'arrêter. Écrire ces articles clandestins est devenu une nécessité pour moi, un moyen de rester fidèle à mes convictions, de ne pas me perdre complètement dans le rôle que je joue chaque jour au travail. Je publie ces articles anonymement, en utilisant des pseudonymes, sur des plateformes et des sites internet qui échappent encore à la censure stricte. Parfois, je me demande si quelqu'un me lit, si mes mots trouvent écho quelque part, ou si tout cela n'est qu'un cri dans le vide. Mais même si je ne touche qu'une poignée de personnes, c'est suffisant pour me donner la force de continuer. Chaque jour, je marche sur une corde raide entre ma vie publique et ma vie secrète. Le matin, je me lève, enfile mon masque de journaliste docile et soumis, et je passe ma journée à écrire des articles qui ne disent rien de ce que je pense vraiment. Mais la nuit,
je me transforme en quelqu'un d'autre, quelqu'un qui refuse de se taire, quelqu'un qui se bat pour que la vérité soit entendue. Je fais un revenu passif à 5 chiffres, et mon compte bancaire frôle les 6 chiffres. Pourtant, aux yeux du monde, je ne suis qu'un pauvre étudiant, luttant pour joindre les deux bouts. C'est un rôle que je joue à la perfection, une façade soigneusement entretenue pour ne pas attirer l'attention. Chaque matin, je me lève et enfile mon costume d'étudiant fauché. Je vis dans un petit appartement modeste près du campus, je me plains du prix des manuels scolaires, et je parle souvent de la difficulté à équilibrer mon budget entre les frais de scolarité, la nourriture, et les sorties occasionnelles avec mes amis. Personne ne soupçonne que, derrière cette image, se cache une réalité bien différente. En réalité, j'ai trouvé un moyen de générer un revenu passif confortable. Des investissements judicieux, des projets en ligne bien placés, ou peut-être un business discret qui tourne en arrière-plan, peu importe le moyen exact, ce qui compte, c'est que l'argent rentre régulièrement, sans que je n'aie à lever le petit doigt. Mois après mois, mon compte bancaire se remplit, et je pourrais facilement me permettre une vie de luxe. Mais je choisis de rester sous le radar, de continuer à jouer le rôle du pauvre étudiant, car c'est plus sûr et, d'une certaine manière, plus amusant. Il y a une sorte de satisfaction à savoir que je vis une vie double, que je trompe tout le monde autour de moi sans qu'ils ne s'en doutent. Mes amis pensent que je suis comme eux, à compter chaque centime, à faire des sacrifices pour finir le mois. En réalité, je pourrais payer mon loyer pour l'année entière en un seul virement, sans même que cela n'affecte mon compte en banque. Mais je préfère jouer la comédie. Ce choix de vie me permet de vivre sans pression. Je n'ai pas à m'inquiéter des soucis financiers qui pèsent sur tant de mes camarades. Mais je fais tout pour que cela ne se voie pas, car je sais que si la vérité éclatait, tout pourrait changer. La jalousie, l'incompréhension, peut-être même le rejet, je préfère éviter tout cela. Je travaille un job tout à fait normal en journée, de midi jusqu'à environ 22h30, en tant qu'assistant manager d'un petit magasin de discount. Aux yeux de tous, je suis un employé modèle, fiable et responsable, qui gère son équipe avec sérieux. Mais une fois la journée terminée et les lumières du magasin éteintes, ma vie prend un tournant bien différent. Après les heures de travail, je deviens un voleur aguerri. Et je ne parle pas de subtiliser un pantalon ou un paquet de cigarettes dans une pharmacie. Non, je parle de quantités importantes d'objets, peu importe d'où ils viennent, tant que l'opportunité se présente. C'est devenu une véritable seconde source de revenus, mais au-delà de l'argent, c'est surtout pour l'adrénaline que je continue. Cette montée de tension, ce frisson qui parcourt tout mon corps à l'idée de me faire prendre, c'est ce qui me pousse à continuer, encore et encore. Cela fait plus de 15 ans que je mène cette double vie, sans que personne ne s'en doute. Pendant la journée, je suis l'employé modèle, irréprochable, mais la nuit, je deviens quelqu'un d'autre, un expert du vol qui sait exactement comment et où frapper pour ne jamais se faire attraper. Les deux facettes de ma vie sont si distinctes que même mes proches seraient incapables de deviner ce que je fais une fois le magasin fermé. Ce qui est étrange, c'est que je ne ressens pas vraiment de honte. Bien sûr, je suis conscient que ce que je fais est illégal, et que les conséquences pourraient être désastreuses si je venais à me faire prendre. Mais quelque part, cette absence de remords me pousse à continuer. C'est comme si ce besoin de voler faisait partie de moi, un aspect de ma personnalité que je ne peux ni refouler ni abandonner. Pendant des années, j'ai écrit et publié une quantité impressionnante de fanfiction, principalement pornographiques, sur Internet. Tout a commencé quand j'avais 18 ans, alors que je passais mes examens de fin de lycée. À l'époque, j'écoutais beaucoup un groupe emo, et c'est sur eux que j'ai écrit ma première histoire. J'avais 13 ans quand j'ai découvert ce groupe, et il a eu un impact durable sur mon imagination. Au fil des années, ce qui avait commencé comme un simple passe-temps s'est transformé en quelque chose de bien plus vaste. J'ai consacré énormément de temps à cette activité, bien plus que je ne l'aurais jamais admis à qui que ce soit. J'ai écrit des dizaines de milliers de mots, explorant des scénarios de plus en plus élaborés, souvent centrés sur des relations homosexuelles dans des fandoms obscurs, des mondes et des personnages que je n'évoque même pas dans ma vie quotidienne. Cette habitude est devenue une sorte d'échappatoire, un moyen pour moi d'explorer des aspects de ma propre créativité et de mes désirs que je ne partage avec personne.
Chaque mot que je tape sur le clavier, chaque histoire que je crée, est à la fois une source de satisfaction et de honte. Je sais que si quelqu'un découvrait ce que je fais, je serais terriblement embarrassé. Les gens ne comprendraient probablement pas pourquoi j'ai passé autant de temps à écrire ce qui est, au fond, de la pornographie gay dans des univers fictifs que je ne mentionne jamais dans la vraie vie. Je garde ce secret bien enfoui, car je crains le jugement des autres. Ce n'est pas quelque chose que je peux facilement expliquer. Pour beaucoup, ce serait incompréhensible, voire déroutant. Pourtant, pour moi, c'est devenu une partie intégrante de mon quotidien, un exutoire que je ne pourrais pas abandonner même si je le voulais. Ce monde de fanfiction est une bulle privée, un espace où je peux être moi-même sans retenue, même si je sais que ce que j'écris est quelque chose que je garderai pour moi, caché des regards indiscrets. Je me souviens de ces jours où je disais à ma mère que j'allais sortir avec des amis. Elle me souriait, visiblement contente que je sois si sociable, toujours entouré de gens. Aux yeux de ma famille, j'étais ce garçon populaire, toujours invité aux soirées, entouré d'amis, avec même quelques filles intéressées par moi. Ils pensaient que ma vie sociale était remplie de rires, de discussions animées et de moments partagés. Mais la réalité était tout autre. En vérité, je n'avais pas d'amis. Pas un seul. Chaque fois que je disais à ma mère que je sortais, je me retrouvais à errer seul dans le centre-ville, marchant sans but précis, simplement pour faire croire que j'avais une vie sociale. Je passais des heures à flâner dans les rues, à observer les groupes d'amis rire ensemble, les couples se tenir la main, tandis que moi, je me noyais dans la solitude. C'était une existence étrange, de vivre une vie qui n'existait que dans l'imagination de ma famille. Ils me voyaient comme ce garçon populaire, celui que tout le monde voulait connaître, celui qui était toujours entouré de gens. Je leur racontais des histoires de sorties fictives, de conversations que je n'avais jamais eues, de soirées auxquelles je n'avais jamais assisté. À chaque retour à la maison, je devais inventer des anecdotes, décrire des gens que je ne connaissais pas, pour maintenir cette illusion. Ce mensonge me pesait de plus en plus chaque jour. Chaque fois que je voyais ma mère sourire, fière de son fils sociable, un sentiment de culpabilité m'envahissait. Mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je ne pouvais pas lui avouer que derrière cette façade de popularité se cachait un garçon profondément seul, un garçon qui n'avait personne à qui parler, personne avec qui partager ses peines ou ses joies. Je me souviens des moments où je m'asseyais sur un banc, regardant les autres passer, imaginant à quoi ma vie aurait pu ressembler si j'avais vraiment eu ces amis. J'enviais ceux qui semblaient si à l'aise dans leur peau, qui riaient sans se soucier du monde autour d'eux. Et moi, je restais là, dans mon silence, espérant qu'un jour, quelqu'un viendrait briser cette solitude. Mais ce jour n'est jamais venu. Alors, je continuais à errer, jour après jour, construisant des mensonges toujours plus complexes pour maintenir l'illusion. J'avais créé une vie imaginaire où j'étais populaire, où j'étais aimé, et cette illusion était tout ce qui me permettait de tenir le coup. Aujourd'hui, en y repensant, je me rends compte à quel point cette période de ma vie était triste. J'aurais voulu avoir le courage de dire la vérité, de demander de l'aide, de dire à ma mère que je n'avais pas d'amis, que je me sentais seul. Mais à l'époque, l'idée de décevoir ma famille, de briser cette image qu'ils avaient de moi, était trop douloureuse à envisager. Tout a commencé quand j'avais 25 ans. J'ai épousé la femme de mes rêves, une jolie blonde aux allures d'ange. Nous étions ensemble depuis 4 ans avant de nous marier, et tout se déroulait à merveille. Peu de temps après notre mariage, nous avons eu notre premier enfant, une fille magnifique qui a apporté encore plus de bonheur dans notre vie. Quelques années plus tard, notre deuxième enfant est né, un petit garçon adorable. Notre vie était parfaite, ou du moins c'est ce que je croyais. Puis, un jour, tout a basculé. Je suis arrivé au travail et j'ai été présenté à une nouvelle cliente. La femme la plus belle que j'ai jamais vue. Elle était charmante, intelligente, et son corps semblait sculpté par les dieux eux-mêmes. Dès notre première conversation, elle m'a fait me sentir vivant comme jamais. À ce moment-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai caché à cette femme le fait que j'étais déjà marié. Mon alliance est devenue un accessoire que je retirais et remettais selon la situation, tel un ninja du mariage. Pour que cette double vie fonctionne, j'ai dû mentir à ma femme. Je lui ai dit que je devais désormais travailler hors de la ville quelques jours par semaine.
Ces moments à l'extérieur étaient en réalité passés avec ma nouvelle compagne. Très vite, elle est tombée enceinte et, 1 an plus tard, je me suis retrouvé avec un autre petit garçon dans les bras. Mon autre femme, celle de mon cœur clandestin, commençait à me mettre la pression pour que nous nous marions, mais j'ai réussi à m'en sortir en prétendant que je ne croyais pas au mariage. En parallèle, j'ai dû inventer un autre mensonge pour cette seconde femme, lui disant que je travaillais maintenant aussi hors de la ville plusieurs jours par semaine pour pouvoir continuer à passer du temps avec ma première famille, ma femme et mes 2 premiers enfants. Avant, je pouvais simplement prétendre avoir besoin de temps pour moi ou de soirées entre amis, mais ces excuses commençaient à s'épuiser. Aujourd'hui, ma vie est un véritable cirque. Chaque jour, je jongle entre 2 foyers, 2 téléphones, 3 enfants issus de 2 mères différentes, et tout cela devient de plus en plus chaotique. Je vis dans la peur constante que tout s'effondre, que l'une de mes 2 familles découvre la vérité. Parfois, je me demande comment j'ai pu en arriver là, comment j'ai pu m'engluer dans un tel mensonge. Mais d'une manière ou d'une autre, je continue à avancer, en équilibre précaire sur ce fil tendu, espérant ne jamais tomber. Heureusement, je réussis bien dans mon travail, ce qui me permet de subvenir aux besoins de mes 2 familles sans qu'elles ne se doutent de rien. En apparence, je suis un étudiant tout à fait ordinaire, peut-être même un peu ennuyeux, inscrit dans l'une des 3 meilleures universités au monde. Chaque jour, je me lève, j'assiste à mes cours, je passe des heures à la bibliothèque, faisant de mon mieux pour donner l'impression que mon diplôme a un sens, que fréquenter une école prestigieuse compte vraiment dans le grand schéma des choses. Je suis ce que beaucoup appelleraient un tryhard, quelqu'un qui s'efforce constamment de réussir, de prouver sa valeur dans un monde où la compétition est féroce. Mais sous cette façade de normalité, se cache une autre réalité, un monde que peu de gens connaissent à mon sujet. En dessous de cet étudiant modèle, je suis un furie engagé, profondément immergé dans une communauté que j'adore, mais que je garde secrète de mon entourage universitaire. Mon amour pour la culture furie a commencé il y a plusieurs années, bien avant que je ne mette les pieds dans cette université. Pour ceux qui ne le savent pas, être un furie signifie avoir une passion pour les personnages anthropomorphiques, des animaux avec des caractéristiques humaines. Cela peut sembler étrange pour ceux qui ne comprennent pas, mais pour moi, c'est une part essentielle de mon identité. J'ai passé des heures à créer mon fursona, une version de moi-même sous forme animale, à participer à des forums, à dessiner, à écrire, et même à assister à des conventions où je peux enfin être moi-même, sans jugement. Cependant, dans le monde académique rigide et compétitif de mon université, je dois garder cette part de moi bien cachée. Ici, les apparences sont tout, et révéler un intérêt aussi inhabituel pourrait me coûter cher en termes de respect et de crédibilité. Alors, je fais semblant. Je joue le rôle de l'étudiant studieux et sérieux, celui qui suit le chemin tracé vers une carrière brillante. Mais chaque soir, après avoir quitté les salles de cours, je plonge dans mon monde furie, où je peux enfin m'exprimer librement. C'est un équilibre difficile à maintenir. D'un côté, je suis submergé par la pression des études, par les attentes de mes professeurs, de mes parents, de la société en général. De l'autre, je trouve un refuge dans une communauté qui m'accepte tel que je suis, où je n'ai pas à prétendre ou à me conformer aux normes rigides du monde extérieur. Je suis en train d'avoir une liaison avec mon premier amour. Cette phrase, à elle seule, me semble irréelle. Comment ai-je pu en arriver là? Nous sommes tous les 2 mariés, liés par des mariages arrangés, et nous avons de très jeunes enfants. Des vies entières dépendent de nous, des cœurs innocents qui n'ont rien demandé et qui seront inévitablement brisés, quelle que soit la décision que nous prendrons. C'est étrange de repenser à l'époque où nous nous sommes rencontrés, si jeunes, si insouciants. Il y avait quelque chose de magique entre nous, une connexion que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Mais la vie a suivi son cours, et nous avons été séparés par les circonstances, par les choix de nos familles, par les obligations culturelles. Nous avons chacun pris des chemins différents, en essayant de construire une vie avec les partenaires que l'on nous a choisis. Mais malgré les années qui se sont écoulées, malgré les nouvelles responsabilités, les enfants, les mariages, cette flamme entre nous ne s'est jamais vraiment éteinte. Quand nos chemins se sont recroisés, tout est revenu à la surface. Ce qui avait été mis de côté, enfoui, a ressurgi avec une intensité que ni l'un ni l'autre ne pouvions ignorer.
Et c'est ainsi que nous avons commencé cette liaison, secrète, passionnée, mais aussi profondément conflictuelle. Chaque rencontre est un mélange de bonheur et de culpabilité. Je retrouve en lui ce que j'avais perdu, ce que je pensais ne plus jamais ressentir. Mais en même temps, je ne peux m'empêcher de penser à mon conjoint, à mes enfants, à ce que cela signifie pour eux. Je sais que ce que nous faisons est mal, que cela va à l'encontre de tout ce que j'ai toujours cru être juste. Mais les sentiments que j'éprouve pour lui sont puissants, presque irrésistibles. Des décisions devront être prises bientôt, et elles ne seront pas faciles. Peu importe ce que nous choisissons, il y aura de la souffrance, du chagrin. Si nous décidons de rester avec nos conjoints respectifs, nous devrons enterrer une fois de plus ce que nous ressentons, prétendre que tout va bien, continuer à vivre une vie qui semble de plus en plus fausse. Mais si nous décidons de tout abandonner pour être ensemble, nous briserons les cœurs de ceux qui comptent sur nous, nous détruirons les familles que nous avons construites. En grandissant dans un pays aussi diversifié que le mien, j'ai rapidement compris que les gens que l'on rencontre peuvent être incroyablement différents les uns des autres, et je veux dire vraiment différents. Les cultures, les croyances, les modes de vie, tout varie tellement que s'adapter devient une nécessité pour se fondre dans la masse. Cette diversité, aussi enrichissante soit-elle, m'a poussé à développer un alter ego, une version de moi-même conçue pour m'intégrer, pour naviguer à travers les multiples facettes de la société dans laquelle je vis. Chaque jour, je porte un masque différent, m'ajustant à mon environnement, à ceux qui m'entourent. Que ce soit au travail, à l'école, ou même dans la rue, je me transforme, je m'adapte, pour correspondre à l'image que l'on attend de moi. C'est devenu une seconde nature, une manière de survivre dans un monde où la diversité peut parfois devenir un défi. Quand je suis avec des inconnus ou des connaissances superficielles, je suis cette version modifiée de moi-même, celle qui sait quoi dire, comment agir, pour ne jamais se démarquer de manière négative. Mais cette adaptabilité a un prix. Mon véritable moi, celui que je suis vraiment, ne se révèle que dans de rares moments. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je laisse parfois apparaître une petite partie de mon vrai moi, juste assez pour donner une impression sincère, mais pas assez pour me sentir vulnérable. Et puis, il y a les moments où je suis entouré de mes amis proches, de ma famille, ceux qui me connaissent depuis toujours. Avec eux, je peux enfin baisser la garde, enlever ce masque et être pleinement moi-même, sans avoir à me soucier de l'image que je renvoie. Cette vie en deux temps, entre mon alter ego et mon vrai moi, est épuisante. Il y a des jours où je me demande si je finirai par oublier qui je suis vraiment, si je me perdrai dans ces rôles que je joue si souvent. Mais d'un autre côté, je sais que cette capacité à m'adapter est ce qui me permet de naviguer dans la complexité de ce monde. Peut-être qu'un jour, je trouverai un équilibre, un moyen de concilier ces deux aspects de ma vie sans avoir à sacrifier l'un pour l'autre. Aux yeux de tous, je mène une vie enviable. J'ai le prestige d'un métier que beaucoup considèrent comme l'un des plus respectés au monde, une carrière qui me permet de voyager, de voir le monde depuis les hauteurs, de prendre le contrôle d'une machine puissante et complexe. Quand je suis en uniforme, je suis l'image même de la discipline et du professionnalisme. Mes collègues me respectent, mes passagers me font confiance, et ma famille est fière de moi. Mais sous cette apparence de perfection se cache une sombre réalité. Je suis accro à la cocaïne. Cette addiction, je l'ai longtemps cachée, mais elle est devenue une partie de moi, un démon silencieux qui me ronge chaque jour un peu plus. Tout a commencé il y a quelques années, lors d'une escale dans une ville où la solitude et le stress m'ont poussé à essayer cette poudre blanche. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité, un moyen d'échapper à la pression de mon métier, est rapidement devenu une dépendance dont je ne peux plus me passer. Ma vie est désormais une série de mensonges et de dissimulations. À chaque vol, je dois me concentrer pour maintenir l'illusion que tout va bien. Avant d'entrer dans le cockpit, je m'assure que chaque trace de ma dépendance est soigneusement effacée. J'avale des pilules pour masquer les effets de la cocaïne, je me parfume pour couvrir l'odeur, je me regarde dans le miroir pour vérifier que mes yeux ne trahissent rien. Mais à l'intérieur, je suis constamment en lutte, déchiré entre la nécessité de rester lucide pour piloter l'avion et ce besoin irrésistible de consommer. Chaque décollage est une bataille. Les moteurs rugissent, l'avion s'élève dans le ciel, et je m'accroche aux commandes, sachant que des centaines de vies dépendent de moi.
Mais dans un coin de ma tête, le démon de la cocaïne murmure, me rappelant que le soulagement est à portée de main, que quelques lignes suffiraient à me faire sentir invincible. Alors je résiste, jour après jour, vol après vol, en espérant que personne ne se rende compte de ma véritable condition. Ma double vie pèse de plus en plus lourd. Ma famille, mes amis, mes collègues, tous croient que je suis cet homme fort et stable, ce pilote exemplaire. Mais ils ne voient pas les nuits blanches passées à consommer, les moments de panique où je me demande si je vais pouvoir garder le contrôle, les jours où je me réveille en me jurant que ce sera la dernière fois, pour retomber immédiatement dans l'enfer de la dépendance. J'ai 19 ans, et je suis extrêmement chanceux que mes parents paient pour mes études universitaires. Ils ont toujours voulu le meilleur pour moi, et ils voient en mon éducation un investissement pour mon avenir. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'argent qu'ils me donnent pour les frais de scolarité ne va pas entièrement à l'université. Depuis quelque temps, j'ai pris une décision risquée, j'ai commencé à investir cet argent dans des options boursières. Ce choix, je l'ai fait en secret, sans en parler à personne. J'ai toujours été fasciné par le monde de la finance, par les marchés boursiers, et j'ai passé des heures à lire, à apprendre, à analyser. J'ai rapidement compris qu'il y avait un potentiel immense dans les options, si l'on savait comment jouer ces cartes correctement. Alors, au lieu de payer chaque centime de mes frais de scolarité, j'ai utilisé une partie de cet argent pour investir. Les débuts étaient nerveux. Chaque transaction me faisait douter, chaque mouvement du marché me donnait des sueurs froides. Mais à mesure que je gagnais en expérience, que je comprenais les mécanismes du marché, j'ai commencé à voir des résultats. Et ces résultats ont dépassé toutes mes attentes. Il y a 2 semaines, ma valeur nette a atteint environ 600 000 $. Et ce n'est que le début. Si les tendances se maintiennent, je prévois de dépasser le million d'ici décembre. Pour mes parents, je suis juste un étudiant sérieux, concentré sur ses études. Ils n'ont aucune idée que, dans l'ombre, je suis devenu un jeune investisseur avec un portefeuille qui croît à une vitesse vertigineuse. Ils pensent que je suis simplement en train de bâtir mon avenir académique, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis déjà en train de construire un avenir financier bien au-delà de ce qu'ils auraient imaginé pour moi. Ma famille croit que j'ai passé un certain temps dans la marine, puis que j'ai travaillé à New York pour un agent immobilier en tant qu'assistant personnel. En réalité, ma vie était loin de ce qu'ils imaginaient. J'étais en fait employé par la famille Inagawa Kai, l'une des plus influentes organisations de la Yakuza. Mon rôle ? Fournir protection et services divers à des individus qui en avaient besoin, tout en naviguant dans les eaux troubles de la criminalité organisée. Tout a commencé peu après mon départ des marines. J'avais du mal à m'adapter à la vie civile. L'excitation, l'adrénaline et la camaraderie me manquaient. New York semblait être un bon endroit pour redémarrer, un lieu où je pourrais me fondre dans la masse et trouver un nouveau but. Mais trouver un travail stable s'est avéré plus difficile que prévu. C'est alors que j'ai été approché par un homme mystérieux dans un bar de Chinatown. Il m'a proposé un travail non conventionnel, bien rémunéré, mais qui nécessitait une discrétion absolue. Je n'avais pas grand-chose à perdre, alors j'ai accepté sans poser trop de questions. Cet homme était un agent de liaison pour la famille Inagawa Kai, une organisation criminelle japonaise connue pour ses activités dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Mon travail consistait initialement à assurer la sécurité de certains membres influents de la famille lorsqu'ils se rendaient à New York. Cependant, avec le temps, mes responsabilités se sont élargies. Je suis rapidement devenu un homme de confiance, chargé de protéger les personnes importantes, d'assurer leur sécurité et de gérer les problèmes potentiels avant qu'ils ne dégénèrent. Mais la protection n'était qu'une partie de ce que je faisais. Mon rôle impliquait également de traiter avec les forces de l'ordre, d'établir des relations avec certains agents corrompus et de m'assurer que les activités de la famille se déroulaient sans encombre. Il m'est même arrivé de devoir payer des pots de vin pour détourner l'attention des autorités sur des opérations illégales. La vie que je menais était risquée et dangereuse. Chaque jour, je devais jongler entre différentes identités, gardant toujours un masque devant ceux qui m'entouraient. Ma famille, mes amis, personne ne savait vraiment ce que je faisais. Pour eux, j'étais un ancien marine devenu assistant personnel dans une grande ville, un job banal et sans histoire. Ils ne se doutaient pas que, dans l'ombre, je manipulais des informations sensibles,
je faisais des transactions douteuses, et je m'assurais que les intérêts de la famille Inagawakai étaient protégés à tout prix. Il y avait des moments où je me demandais comment j'avais pu en arriver là. Comment un jeune homme avec une vie si prometteuse avait-il pu se retrouver dans un monde aussi sombre? Mais il était trop tard pour revenir en arrière. J'étais piégé par mes propres choix, lié par des engagements que je ne pouvais pas briser sans risquer ma vie et celle de mes proches. Le plus difficile était de mentir à ma famille. Chaque appel téléphonique, chaque visite était une épreuve, car je devais constamment maintenir l'illusion que ma vie était aussi ordinaire qu'ils le croyaient. Chaque fois que je rentrais chez moi, je devais jouer le rôle du fils, du frère, du vieil ami, tout en sachant que la moindre erreur pourrait mettre fin à cette façade. Malgré tout, il y avait une étrange satisfaction dans ce que je faisais. J'étais bon dans mon travail, et cela me donnait un sens de pouvoir et de contrôle que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mais je savais que cette vie avait un prix. Un jour, tout pourrait s'effondrer. Un jour, ma famille pourrait découvrir la vérité, et alors, je serais confronté aux conséquences de mes choix. Pour l'instant, je continue de vivre cette double vie, espérant qu'elle ne me détruira pas complètement. Mais chaque jour, la tension grandit, et je me demande combien de temps encore je pourrai maintenir cette illusion. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.